Bonjour à tous. Je vous propose qu'on attende jusqu'à 5, de manière à ce qu'il y ait un maximum d'étudiants. Il doit manquer Aurore qui m'a prévenu qu'elle aurait 2 minutes de retard. Donc on va le laisser arriver. Alors je pense qu'il doit y avoir normalement toute la promo. Vous êtes combien J'avais en tête une soixantaine, moi, mais quasiment 70. Ok. Vous m'entendez bien? Bon, on va débuter. Kylian, je pense que tu as un micro. Ouais, c'est ça.
On va débuter le créneau environ 1h30. Alors pourquoi ce changement? Alors habituellement, quand je fais cette intervention sur les groupes d'étudiants de GMP2, je le fais en présentiel et sur 3 séquences. Une première séquence globalement de généralité, une deuxième séquence sur l'approche processus et puis le travail sur la carte au resto, et une dernière séquence sur l'approche d'analyse de risque. Dis-toi, j'ai pas le son. Je sais pas dire pourquoi. Est-ce que tout le monde... C'est bon? Donc habituellement, je fais en présentiel 3 séquences et je travaille avec un paperboard sur lequel je note des points importants et qui nous sert notamment à faire des synthèses à chaque séquence de la séquence précédente. Là, compte tenu du contexte, on a essayé de faire ça en 2 séquences et de passer directement au QCM. J'ai regardé un peu qu'est-ce que les différents positionnements sur le QCM et visiblement, il y a des points qui nécessitent soit des précisions, soit des compléments. Donc, j'ai proposé du coup à M. Polia de faire une synthèse aujourd'hui sur une durée d'1h30 de l'ensemble des points. On va passer rapidement quand même sur la séquence 1, mais au moins un point sur la séquence 2, de manière à ce que vous ayez en tête les points essentiels. N'hésitez pas à prendre des notes. Normalement, vous avez eu le support que j'ai complété ou sur lequel il y a des compléments de diapos ou des précisions. Tout le monde a à disposition le support. Dites-moi sur le fil. OK. Donc, on va commenter les nouvelles choses, on va en préciser certaines. Et courant de la semaine, si j'ai bien compris le message de M. Poulia, on vous reproposera un QCM d'évaluation des acquis avec l'idée qu'il n'y a aucune raison de vous pénaliser parce qu'on est en distanciel. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez acquis les notions, compris l'essentiel et que derrière, vous soyez en mesure de le démontrer. Voilà. Alexandre, tu avais un commentaire. Est-ce que c'est clair sur le contexte et le déroulement? Donc, initialement, on devait faire une correction formative sur le QCM qui est remplacée par une synthèse rapide sur la séquence 1 et plus détaillée sur la séquence 2. La meilleure, Alexandre. Mais j'ai aucun doute sur le fait que le résultat sur le second sera meilleur que sur le premier. J'ai pas de doute là-dessus. Ou alors j'ai vraiment... Non, je peux pas vous les donner, j'ai pas fini en plus les corrections. Donc, je peux pas vous donner vos résultats à cette heure. Voilà. Vous centrez pas sur les résultats, mais essayez d'avoir un peu d'attention sur la synthèse qu'on va faire.
Ok, donc si on reprend rapidement les points de la première séquence. Dans les points de la première séquence, euh, il y a l'évolution des référentiels. Passage d'abord par du contrôle qualité, puis de l'assurance qualité, et aujourd'hui du management de la qualité. Bien. Euh, si on regarde cette diapo-là qui correspond à l'évolution des référentiels, est-ce que vous voyez suffisamment dans ce format-là ou est-ce qu'il faut que je passe en diaporama? C'est bon pour tout le monde? OK. Donc, dans la famille des normes ISO 9000, il y en a principalement trois. Il y en a une qui est l'ISO 9001, qui est le référentiel d'exigence suivant lequel on peut être certifié. Donc, c'est un référentiel de système de management de la qualité. Ça fournit des exigences et si on couvre les exigences, on peut obtenir une certification. Ensuite, on a l'ISO 9000, qui est un dictionnaire qui définit les principes essentiels et le vocabulaire. Donc, on ne peut pas être certifié au regard d'un dictionnaire. Le seul référentiel suivant lequel on peut être certifié, et c'est une certification de système, ça reprend l'ensemble de l'organisation, c'est l'ISO 9001. L'ISO 9004 est un référentiel qui permet d'aller plus loin, donc qui fournit des lignes directrices pour l'amélioration des performances. Donc, le mot fort associé à l'ISO 9001, c'est l'efficacité, la capacité à atteindre les objectifs qu'on s'est définis. Le mot fort associé à l'ISO 9004, qui est un guide permettant d'améliorer, c'est l'efficience. L'efficience étant la capacité à atteindre les objectifs à consommation de ressources moindres. Bien. Donc, ça, c'est OK. Sur la partie qualité-exigence, donc, j'insiste sur un point. Qualité, c'est à la fois identifier les exigences du client et apprécier ça, percevoir la satisfaction de ses clients. Une exigence, c'est un besoin ou une attente qui est exprimée. Attention aux exigences dites implicites, qui, elles, ne sont pas formalisées, formulées clairement, mais qui sont souvent des attentes fonctionnelles. En premier lieu, le client, c'est celui qui reçoit le produit. Alors, omniprésent, ce que je n'avais pas évoqué, je vous prie de m'excuser, d'ailleurs, sur les deux questions relatives à ce point-là, j'ai de toute façon mis un point là-dessus. Démarche d'amélioration continue. Aujourd'hui, la démarche qualité n'est pas quelque chose de statique. C'est quelque chose qui doit être dynamique et qui doit amener de l'amélioration. Le PDCA ou la roue de Deming, qui est la base du principe d'amélioration continue, est omniprésente dans les référentiels ISO. Qu'est-ce que ça veut dire PDCA? Vous l'avez dans le schéma, hein, plan de check-out, démarche d'amélioration continue, donc je planifie, je réalise, je contrôle,
je vérifie et j'ajuste. C'est évidemment une démarche qu'on s'applique quelquefois naturellement. Je prépare, je veux préparer un plat, je vais récupérer mon livre de recettes, donc mon livre de recettes, les ingrédients dont j'ai besoin, etc. Je réalise ma recette de cuisine. Je vérifie, c'est-à-dire à certaines étapes, je vais goûter ce que je suis en train de faire et je vais ajuster, c'est-à-dire que je vais apporter des actions curatives ou correctives qui vont me permettre d'ajouter, par exemple, des épices, du sel, du poivre ou du sucre ou je ne sais pas trop quoi d'autre. Donc, c'est une démarche qui est assez naturelle, mais quelquefois en entreprise, on peut s'arrêter en cours de route. Or, le PDCA est notamment important pour apporter des actions d'amélioration. Quel distinguo vous faites? Eh bien, les exigences, c'est les attentes et ou les besoins. C'est ça la notion d'exigence pour Louise. Eh bien, ça regroupe les deux. Donc, ça veut dire que la réponse au client, l'identification qu'on va faire pour le client, c'est l'identification de ses attentes et ou de ses besoins. Donc, c'est ça l'exigence. Plus clair? Il y avait une question avec les 3 réponses possibles. Et justement, s'il y avait une réponse avec les 3 questions, il y avait une question avec les 3 réponses possibles. Ça veut dire que ça me permet d'appréhender si vous avez compris ce qu'est une exigence. Parce que si vous répondez l'attente ou le besoin, c'est une réponse partielle. C'est clair ou pas? Ben, je viens de répondre, hein, Louis. Mais alors, je ne me fais pas bien comprendre. Si à une question, si à cette question, vous répondez attente ou vous répondez besoin, c'est une réponse partielle. La bonne réponse est l'exigence, parce que ça regroupe les deux. OK sur le PDCA. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici apparaître? Action curative, action corrective. Quel distinguo entre action curative et action corrective? Une action curative, c'est comme en maintenance, hein. Une action curative, c'est un dépannage. Bon, je réponds plus, Simon. Une action corrective, une action curative, c'est un dépannage. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver forcément 100% de la performance du dispositif. Je sais pas moi, par exemple, en maintenance, une action curative, c'est je n'ai pas la bonne courroie, la bonne taille de courroie qui me permet de dépanner mon système, et je mets une courroie qui est plus longue ou plus courte que la courroie d'origine. C'est un dépannage, c'est une action curative. L'action corrective, c'est
je remets la courroie correspondant à celle qui existait à l'origine et je retrouve 100% de mon fonctionnement. D'accord? Donc, une action curative, c'est je traite, mais je ne retrouve pas 100% de mon état antérieur. Une action corrective, je retrouve 100% de mon état antérieur. Voilà pour le PDCA, Plan Do Check Act. C'est clair ça? Sur le PDCA? Ok, ensuite, donc on a évoqué le prix de vente d'un produit qui est fixé par le marché, le coût de revient. Le coût de revient, ça correspond à ça, hein, à tout ça là. Donc, c'est des achats, de la valeur ajoutée, des frais et d'éventuels gaspillages. Si je fais de la surqualité, évidemment, ça ne va pas impacter le prix de vente, parce que ce n'est pas moi qui le détermine. Ça va impacter par contre mon coût de revient. Donc, si je fais de la surqualité, je vais produire plus de valeur ajoutée ou je vais augmenter ma valeur d'achat, donc je vais faire monter mon coût de revient, donc je vais rogner sur ma marge. C'est clair ce point-là? Ben, le prix, c'est ce que l'on vend, et le coût, c'est combien ça nous revient. C'est pour ça que quelquefois, et c'est un abus de langage, c'est dommage, mais on parle quelquefois de prix de revient, ça n'a pas de sens. C'est un coût de revient. Et combien ça nous coûte pour pouvoir le réaliser? Donc, coût, prix. Les cinquièmes, bon, on a fait une illustration, on a fait une illustration sur une situation problème, c'est-à-dire une cote qu'on n'arrivait pas à tenir sur une pièce, main-d'œuvre, matière, matériel, méthode, milieu. Main-d'œuvre, qui est-ce qui, les ressources qui vont faire le travail, matière, sur quoi on va s'appuyer, sur quoi on va s'appuyer pour réaliser, matériel, quelle machine, quel outillage, c'est au sens large, hein, matériel. Méthode, c'est comment on s'y prend, par quelles étapes on va passer, donc la gamme, le mode opératoire, etc. Et milieu, c'est le contexte, l'atmosphère dans laquelle on va réaliser. Là-dessus, pas de grosses difficultés, me semble-t-il. Certification, donc, c'est un système de reconnaissance, hein, comme un diplôme. Votre diplôme, lorsque vous l'aurez, permettra de valider que vous avez acquis un certain nombre de compétences. Une entreprise qui est certifiée, c'est une reconnaissance qu'elle couvre globalement les exigences d'un référentiel. Et ce n'est pas à 50% là, c'est à 90% au moins. Et les 10% qui manquent, c'est sur des éléments qui ne sont pas, qui ne présentent pas un risque client fort. Donc, certification de système, donc de moyens, hein, certification de produits, certification de services. Alors, point important, un référentiel ISO,
lorsqu'on obtient la certification, ça veut dire que on montre qu'on a pris en compte 3 types de finalités. La première finalité, c'est pour les clients et les parties intéressées, donc répondre à leurs exigences. Je Vous pourrez corriger ça, le coup. Répondre aux exigences et les satisfaire. Les finalités de l'organisme, c'est-à-dire les orientations, la stratégie, les orientations qu'on va retrouver dans la politique qualité. La politique, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de la boutique sur les 3 à 5 ans à venir. Et puis une finalité commune qui est de répondre aux exigences légales et réglementaires. Par exemple, j'ai le souvenir d'une entreprise que j'avais auditée qui avait fabriqué un matériel roulant qui se déplaçaient de manière autonome dans les aéroports. Sauf que ce matériel roulant, il n'y avait aucune veille qui avait été faite sur les exigences légales et réglementaires. C'est-à-dire que, en imaginant qu'il y ait un accident avec ce matériel roulant, il n'y avait aucune disposition qui avait été prise par l'entreprise pour pouvoir s'assurer que le matériel répondait en matière de sécurité. Voilà, donc ça s'est terminé avec un écart qu'il a fallu que l'entreprise a dû traiter. C'est clair sur ce point-là? Si vous avez des questions en cours, n'hésitez pas. Je poursuis, pardon. Alors, cette politique, c'est donc les orientations que les dirigeants de l'entreprise souhaitent prendre pour les années à venir au regard de son marché et de choix internes. Je répète l'exemple que j'ai évoqué la dernière fois. Il est bien évident qu'on n'aura pas les mêmes orientations dans une entreprise où les propriétaires dirigeants envisagent de se retirer, de vendre leur entreprise, que dans une entreprise qui vient d'être rachetée par un jeune dirigeant. Donc, cette politique, elle doit être formalisée, communiquée, donc comprise, mais elle doit surtout se traduire en éléments concrets qui sont les objectifs. Les objectifs avec caractéristiques SMART. SMART pour spécifique, mesurable ou contrôlable, atteignable, réaliste et temporel, défini dans le temps. Ça va toujours? OK. Base du référentiel. Donc le référentiel ISO 9001, pour sa définition, euh, elle s'est appuyée sur 7 principes de management. Premier principe, orientation client. Donc, dire que une organisation économique, elle dépend de ses clients. Leadership, l'importance des dirigeants à entraîner, à mobiliser, à fédérer, à organiser, à gérer. L'implication du personnel
l'importance que peuvent avoir les personnes euh, à la réalisation des activités et à l'amélioration, et un management des relations avec euh, les parties intéressées pertinentes, notamment les fournisseurs. Les trois derniers principes, amélioration continue, prise de décision fondée sur des preuves et approche processus. Donc, tout ça pour faire la transition avec une notion essentielle, qui est la notion de processus. Donc, un processus, c'est un ensemble. On va prendre carrément le schéma. C'est un ensemble d'activités qui transforment des entrants en sortants en utilisant des ressources. L'entrée de ça, c'est soit un client, soit un processus, et la sortie de ça, c'est soit notre processus, soit le client. Souvenez-vous de la, la carte au resto. L'intérêt de ça, c'est qu'on décloisonne les fonctions de l'entreprise, donc on se préoccupe plus en tout cas du résultat à atteindre plus que du travail à accomplir. Ça permet de clarifier les interfaces entre les fonctions et de développer des relations internes de type client-fournisseur. C'est bon pour ça? Trois types de processus qui sont décrits dans une cartographie. Souvenez-vous de la cartographie du restaurant. Les processus de réalisation qui décrivent le flux qui va du client au client, les processus support qui fournissent les ressources, les moyens nécessaires au fonctionnement des autres, et les processus de pilotage et de management qui orientent et pilotent la performance. Donc, on a fait la cartographie du restaurant, donc processus de réalisation ici, qui vont du client au client. Les processus support, pour pouvoir faire tourner ça, il nous faut une carte, il nous faut de la matière première, il nous faut des ressources humaines, donc des serveurs, des cuisiniers, j'en passe et des meilleurs, et il nous faut quelques sous et du matériel, éventuellement. Et tout ça, c'est orienté. Alors, pourquoi le processus accueil en tant que tel n'était pas, euh, n'était pas pris en compte? Parce qu'en fait, il y avait tout simplement aucune transformation. La transformation sur accueil-placement, c'est j'ai un client à l'entrée de mon restaurant et j'ai un client placé à table. Ça va toujours? OK. Alors là, j'ai rajouté pas mal de diapos, enfin quelques diapos. Première diapo, quand on veut valider une cartographie, ça veut dire que si on voulait valider la cartographie du restaurant, il faudrait pour chacun des processus définir une fiche processus complète qui décrive l'ensemble des activités qui sont faites dans ce processus, le processus amont, les éléments d'entrée, les éléments de sortie transformés, les ressources, les interactions avec d'autres processus, les risques sur les activités, d'où l'importance de bien les définir,
et d'éventuels dysfonctionnements déjà rencontrés. Qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'était une interaction? Par exemple, dans la carte au resto, qu'est-ce qu'il y a comme interaction? Notamment, mais il y en a plein partout, mais une qu'on a prise en exemple. Interaction entre quoi et quoi? Entre quel processus? Ici. Si j'élabore ou, ou si je renouvelle ma carte, donc la proposition de menu, je peux avoir des interactions avec, je vais avoir forcément des interactions avec les achats, je peux avoir des interactions avec les ressources humaines, je peux avoir des interactions avec du matériel et des finances, je peux avoir des interactions avec promotion, communication. Donc, je change dans la carte, je change le poisson A par le poisson B. Évidemment, il va falloir que j'approvisionne maintenant du poisson B. Il y a une préparation particulière pour ce poisson. Donc, je m'assure que j'ai bien les ressources humaines compétentes sur le sujet ou alors il faudra les former. Je peux avoir besoin de matériel complémentaire, des types de couverts, par exemple, des couverts différents. Et je peux utiliser le renouvellement de cette carte pour mener des actions de promotion et communication. OK sur cette notion d'interaction entre processus? Ça veut dire que je dois maîtriser les risques sur mes activités, mais aussi sur mes interactions. Est-ce que c'est clair ou pas? Ou est-ce qu'il faut préciser? S'il y a quelqu'un pour qui c'est pas clair, OK. Alors, on a un peu évoqué une notion importante qui est la notion d'indicateur, notamment dans le restaurant. Deux indicateurs principaux, au moins sur l'activité même, euh, nombre de couverts, prix moyen par couvert. Il ne s'agit pas d'avoir des indicateurs de partout comme on peut quelquefois le voir dans les entreprises. Il s'agit d'avoir des indicateurs pertinents. Ces indicateurs, je vais les recenser dans un tableau de bord. Un tableau de bord le plus synthétique possible. Donc là, pour, en l'occurrence, un tableau de bord synthétique, si je ne comprends rien à la navigation et si je ne suis pas pilote, eh bien, je ne sais pas forcément comment ça fonctionne ce truc-là et quelles informations ça donne. Par contre, ça donne bien des informations qui permettront de corriger des écarts, de prendre des mesures. Et donc, à un indicateur est associé un objectif. Si je reprends l'exemple du restaurant, le nombre couvert, le nombre de couverts ou le prix moyen, ce sont des indicateurs.
Par contre, je sais bien que si j'ai pas réalisé N couverts avec un prix moyen de X, donc le nombre de couverts est un objectif, et le prix moyen du, par couvert est aussi un objectif que je peux me définir. Alors, je ne vais pas forcément le surveiller à chaque service. Ça peut être à la semaine, ça peut être, peu importe, ça dépend à quelle fréquence. Mais en tout cas, ça me permet de piloter mes activités et de me poser la question des écarts et de prendre les mesures en cas de besoin. Est-ce que c'est plus clair comme... Alors, si c'est pas clair, n'hésitez pas à demander des précisions. Alors, on peut tout à fait... on peut faire des analogies avec le domaine sportif. Euh, des indicateurs pertinents. Aujourd'hui, le sport collectif et principalement le sport professionnel nécessite de se poser la question de la performance. Pour se poser la question de la performance, il faut définir des indicateurs pertinents. Je prends une équipe de sport collectif, un gardien de but, aller avoir des indicateurs qui permettent de savoir combien il a marqué de buts, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas un indicateur pertinent. Parce qu'il n'est pas sur le terrain pour ça. Par contre, je vais pouvoir regarder le nombre d'arrêts, le nombre de sorties qu'il aura faites, enfin, voilà. Ça pourra être des indicateurs pertinents et là, en l'occurrence, se définir des objectifs. Aujourd'hui, dans le sport professionnel, les joueurs sortent du terrain et ils ont leurs statistiques qui sont mises à jour et qui permettent de savoir quelle a été leur performance au service du système qui est l'équipe. C'est une composante. Simplement, on ne mesure pas les mêmes choses en fonction de ce pourquoi on est sur le terrain. Est-ce que c'est clair? S'il y a besoin de précision, indiquez. Indiquez-le moi, s'il vous plaît. Donc, trois notions là-dedans. Indicateurs auxquels on va associer des objectifs. Et tout ça est recensé dans un tableau de bord qui permet de piloter. Les indicateurs sont au service des processus qui eux-mêmes sont au service du système. C'est une analyse systémique d'une organisation. Le minimum, le minimum dans un sport collectif, c'est que chaque joueur fasse ce pourquoi il est sur le terrain. Et si chaque joueur fait ce pourquoi il est sur le terrain, on pourra imaginer d'avoir un résultat positif de l'équipe. Des compléments nécessaires ou pas? Ça répond, Baptiste, c'est clair?
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez des questions, c'est le moment sur tout ce qui concerne le pilotage des processus du système et de la performance d'ensemble. Une fois, deux fois, adjugé. Ah, Thomas. C'est bon? OK. Oui, ça revient un peu à ce que l'amélioration de l'efficacité des processus améliore des processus support améliore l'efficacité des processus de réalisation. L'amélioration de l'efficacité des processus de réalisation conforte la satisfaction client et l'amélioration de la satisfaction client améliore les résultats financiers, l'image de marque, etc. C'est pour ça que aujourd'hui, les démarches qualité sont plus efficaces quand elles sont complètement intégrées. Tout le monde doit être au service du client. Le client est essentiel dans toute organisation économique. Des compléments nécessaires? OK, on poursuit. Alors, autre possibilité de décrire un processus pour en faire d'autres exploitations. Si je décris l'intérieur de la maison entreprise, entre guillemets, sous la forme de processus, ça va me permettre de décrire les différentes étapes par lesquelles on passe, c'est-à-dire qui fait quoi et avec quoi. Le avec quoi étant soit une donnée d'entrée, soit une donnée de sortie. Donnée d'entrée, une consigne, donnée de sortie, un enregistrement. Tout le monde est clair sur ce que ça veut dire, la différence entre une donnée d'entrée, une donnée de sortie, une consigne, un enregistrement. Je suis opérateur sur machine, je suis technicien d'usinage. La consigne, elle m'est donnée par la gamme et elle peut être précisée par le mode opératoire. Et chaque fois que je fais une mesure ou un contrôle sur la pièce, je vais avoir une fiche de contrôle qui va me permettre d'enregistrer mes résultats. C'est ça la différence entre l'amont, données d'entrée, consigne, c'est-à-dire mode opératoire, gamme, etc., et une donnée de sortie, l'enregistrement. Ça veut dire que quand je mets sur ma fiche de contrôle que j'ai vérifié mon 45 G6, ben, ça veut dire que j'atteste que j'ai pris la mesure et que j'étais bien à l'intervalle, à l'intérieur de l'intervalle de tolérance. C'est clair? Des précisions à apporter là-dessus ou ça va? N'hésitez pas si vous avez besoin de précision. C'est bien l'objet de cet échange.
Donc ça permet de décrire les responsabilités, les activités. Alors, en lien avec les fiches de fonction ou de poste, hein, il doit y avoir de la cohérence dans tous les éléments qui sont définis, les documents d'appui et les enregistrements. Donc, le descriptif du processus, quelle que soit la manière dont on le fait, ça permet d'identifier les activités. Bien. Si ça permet d'identifier les activités, ça permet aussi d'identifier et d'évaluer les risques. Par exemple, il y a une activité importante dans le processus service, c'est quand on va amener les plats à la table du client. Clairement, c'est le moment où il y a un risque qui est fort. D'ailleurs, si jamais le, le plat passe sur les genoux du client, on aura bien l'expression même du risque. Donc, les activités, je reviens 2 secondes là-dessus, les activités qui sont décrites ici, ben, je vais me poser la question, quels sont les risques que l'on peut avoir? D'accord? Un risque, on cherche à le réduire, on cherche à le transférer, on peut quelquefois l'accepter, mais on l'accepte à ce moment-là si on a bien évalué qu'il était maîtrisé. J'ai pris cette image-là d'un équilibriste. Euh, Très clairement, quand on fait cet exercice-là, on est en train de prendre un risque majeur. Mais on peut prendre ce risque en se posant la question de si je mets un filet en dessous, je vais chercher à maîtriser mon risque. C'est du gros bon sens, hein, mais des précisions nécessaires là-dessus. Une fois, 2 fois, 3 fois. Alors, évaluation du risque, évaluation de la maîtrise. Le risque, il est majeur, c'est le plus fort lorsque le client s'en rend compte. Si je prends par exemple le restaurant, tant que le plat qui doit être servi au client reste en cuisine, le client ne se rendra pas compte s'il y a eu un dysfonctionnement, s'il y a eu un problème. Quelquefois, il y a juste celui qui a fait l'action qui s'en rend compte. Auquel cas, on est... Ah, je ne les ai pas mis dans le bon ordre, pardon. Donc là, on se plante sur le plat. Je prends un exemple. Le client a commandé une viande rouge. Globalement, quand on commande une viande rouge, la question qui vient du serveur, c'est quel niveau de cuisson vous voulez? Bleu, saignant, à point. Si le client a commandé une viande saignante et que je lui serve une viande qui est trop cuite,
Ben, typiquement, ça impacte sa satisfaction. On est au niveau 4. Par contre, en cuisine, on se rend compte que on avait une commande saignante et on a trop fait cuire et tout le monde est au courant, on est au niveau 3. Au niveau 2, il n'y a que celui qui a fait la cuisson, par exemple, qui s'en rend compte et qui réagit directement, c'est-à-dire il met de côté le morceau de viande, il en refait cuire un autre pour essayer de le faire cuire, de le mettre à la cuisson qui a été réclamée. Puis au niveau 1, ben, le risque est considéré comme nul. Donc, par exemple, en termes de risque client, l'activité de cuisson de viande rouge est une activité qui nécessite quelques précautions dans une cuisine de restaurant, évidemment, pas que. Donc, le niveau 4, le niveau de risque le plus fort, c'est quand le client se rend compte qu'il y a un problème. Si je fais un parallèle avec un véhicule, tant que le véhicule n'est pas mis sur le marché, n'est pas vendu, on peut faire des opérations de mise à niveau. Une fois que le véhicule il est sur le marché, ben, s'il y a un problème sur le véhicule, ben, c'est directement le client qui s'en rend compte. Du coup, on est au niveau 4. Donc, évaluation du risque, voilà une grille, hein, c'est juste l'expression de ça, hein, ça dit la même chose. Maintenant, on va regarder comment on cherche à maîtriser. Donc, la cotation sur la maîtrise du risque, je vous ai proposé 3 leviers de maîtrise. On peut en avoir d'autres, pas le sujet. Je vous ai proposé 3 leviers de maîtrise qui correspondent aux moyens, aux compétences et aux méthodes. Avec toujours 4 niveaux. Donc, 2, on n'a absolument pas de moyens, on n'a personne qui sait faire dans l'entreprise, où chacun fait comme il veut, jusqu'à on a l'ensemble des moyens, on a des gens formés, compétents, et on a même des remplaçants. Et au niveau des méthodes, on a formalisé tout ce qu'on devait faire et on peut en apporter la preuve. Là, on aura des gammes, des modes opératoires, on a des techniciens d'usinage qui sont formés, compétents, expérimentés, qui ont démontré des compétences, et ils ont des matériels, des machines, de l'outillage qui répond aux besoins. L'exemple qui est pris là, c'est j'ai un niveau de risque fort, c'est-à-dire le client peut se rendre compte si l'activité ici n'est pas bien réalisée, ça peut avoir un impact jusqu'au client qui, lui, peut s'en rendre compte. Par contre, en termes de moyens, on est à peu près couvert, on est moyennement couvert sur les compétences et peu couvert sur les méthodes. Ben, on va mener des actions de mise à niveau. Et ces actions de mise à niveau, soit on va faire monter les moyens, soit on va faire monter les compétences, soit on va faire monter les méthodes. Globalement, le levier le plus efficace, c'est quand même la compétence des individus. Quelqu'un qui n'a pas la machine dernier cri, mais qui est hyper compétent, astucieux, etc., il va trouver des solutions. Quelqu'un qui n'est pas suffisamment compétent au moment où il agit, il peut avoir la plus belle machine du monde et puis il peut avoir les plus beaux modes opératoires de la Terre. On risque d'avoir une activité qui ne se réalise pas bien. Donc, il y a d'un côté le risque qui est pris et de l'autre, comment on le maîtrise. Mais si on parle du risque client,
Le risque client, si on dit il n'y a pas de risque, c'est-à-dire on est au niveau on est au niveau 1, il ne peut pas y avoir de risque sur ce point. Ici, on regarde l'activité, hein. C'est au regard de l'activité qu'on se pose la question de l'impact du risque. Soit il n'y a pas d'impact, soit en cas de mauvaise réalisation, l'impact reste limité à l'opérateur qui assure lui-même la régulation, ou alors tout le monde le sait, c'est l'ensemble de la cuisine qui est au courant qu'il y a eu une erreur, ou alors on l'amène jusqu'au client. Donc en fait, c'est l'impact du risque en cas de mauvaise réalisation de l'activité. Donc le risque majeur, c'est quand le client s'en rend compte. C'est ça qui est le plus grave, Alan. C'est-à-dire l'activité, si elle n'est pas bien réalisée et si le client s'en rend compte, c'est majeur. C'est clair ou pas? Donc Mathieu, en règle générale, le client, il a défini des exigences. Je reprends l'exemple de la cuisson de la viande. Si on lui sert de la semelle alors qu'il a commandé une viande bleue, il y a de fortes chances. Alors, qui ne s'exprime pas, c'est possible, mais qui ne s'en rendent pas compte, c'est moins sûr. Et du coup, il faut se méfier. Quelquefois, on a tendance à dire les clients sont satisfaits parce qu'ils disent rien. Ce n'est pas parce qu'ils disent rien qu'ils sont satisfaits, hein. Ça répond à ton interrogation, Mathieu? Ouais, mais il s'en apercevra peut-être que 2 ans après, mais c'est lui qui s'en apercevra. Et là, du coup, non seulement il y a, on va au-delà de l'insatisfaction. C'est que là, il y a même un risque pénal pour l'entreprise, hein. C'est pas forcément tout de suite qu'il va se rendre compte. C'est-à-dire que le risque majeur ici, le risque client très fort, c'est pas forcément tout de suite, hein, mais c'est encore pire quand il s'en rend compte plus tard. Parce que là, clairement, le risque que l'on a, c'est de perdre le client. C'est-à-dire, il remet plus les pieds dans le restaurant, ou alors il change de marque de voiture. Est-ce qu'il y a besoin de préciser d'autres points? Je, je pense que j'ai fait le tour, je vais vérifier rapidement. Est-ce que vous avez des questions?
Donc, le but de cet échange, c'était de préciser, compléter des notions importantes qui visent l'atteinte des objectifs pédagogiques. Vous aurez dans la semaine un temps pour s'assurer que ces notions sont bien intégrées, bien appropriées. Si d'ici là, vous aviez des questions complémentaires, vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai si je le peux. On en reste là ou il y a d'autres points à... Non, Hugo, on ne fait pas la correction du QCM, mais quelque part, on vient de la faire. Hein. Avec cette synthèse, on vient de la faire. En précisant, en complétant certains points. Je ne sais pas quand sera le contrôle. Je ne pourrai sans doute pas d'ailleurs y participer, enfin être présent. Je ne sais pas. Monsieur Paulia vous dira. Vous verrez. Vous verrez, ça sera probablement un QCM. Ouais. Pas d'autres questions, remarques? Donc, faites au mieux pour montrer que vous avez bien compris. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée.